Adisa leva la main, fit taire tout le monde, puis ordonna calmement. Fouillez-le, qu'il parle ou qu'il serve d'exemple. Aoudou vida ses poches. On trouva un morceau de carte grossière montrant 2 routes possibles vers l'est, avec un cercle sur un ancien fort abandonné. Le nom Salia inscrit en abrégé dans un coin. Un jeton en ivoire gravé du symbole royal. Nana Baokie se pencha vers lui, sa voix basse mais tranchante. S'ils t'ont donné une carte, c'est qu'ils se savent suivis. Où vont-ils? Badoa éclata en larmes. Ils m'ont dit de prévenir si quelqu'un approchait la gorge. Ils devaient déplacer le prisonnier vers l'ancien fort de Damang avant la prochaine lune. Ils craignent que les anciens fassent trop de bruit. Salia dirige le convoi. Amina tressaillit. Quand partent-ils? Cette nuit, ou à la tombée. Ils ne restent jamais 2 jours au même endroit. Ils veulent le cacher dans les ruines, là où personne n'ose aller, là où les esprits veillent. Nana Adisa posa un regard tranchant sur les anciens. Alors nous n'avons plus le luxe d'observer de loin. Cette nuit, ils déplacent Kofi. S'ils atteignent Damang, nous perdrons l'avantage. Amina planta ses ongles dans sa paume. On part avant eux. On les intercepte sur la route. Morts ou vifs, je ramènerai Kofi avant qu'il ne disparaisse encore. Le silence dans la case était lourd comme un tambour couvert. Les prisonniers, 2 gardes noirs et le serviteur Badoa, étaient attachés dos au mur, les poignets liés avec des fibres de raffia humides pour empêcher toute fuite. La lampe à huile projetait leurs ombres noueuses sur les nattes. Amina ne parle pas tout de suite. Elle posa la clé et le croquis au sol, bien en vue, puis fit signe à Issa et Tano de se tenir derrière les prisonniers. Nana Adisa et Nana Baokie observaient sans intervenir. Elle s'accroupit devant le premier garde, celui qui avait tenté de nier tout à l'heure. Son regard était fixe, sans cri ni colère. « Tu connais cet objet ?» Elle souleva la clé de la paume. Le garde déglutit. Ses yeux filèrent un instant vers Badoa. Amina hocha la tête. « Celui qui ment en premier parlera en dernier. Et trop tard. » Sans prévenir, Tano frappa du plat de la main sur le mur derrière le prisonnier. Le garde sursauta. « Qui déplace Kofi? Où? Et combien d'hommes l'escortent ?» Le garde resta muet, lèvres closes. Amina se releva, saisit le coffret et le laissa tomber lourdement devant lui, juste à sa portée visuelle. « Tu sais ce que c'est? C'est le sceau d'un ordre royal. Il condamne ceux qui le portent, si l'ordre échoue. » Elle tourna alors son attention vers Badoa. Le serviteur pris en trahison. Il était déjà en sueur. « Badoa, tu savais que ce message pouvait condamner un innocent. Tu savais qu'il fuyait. À présent, tu vas dire ce qui n'a pas encore été dit. » Le jeune homme tremblait. Il regarda les anciens, puis baissa les yeux. « Je ne connais pas tous les noms. Je l'ai dit. Mais je sais que Salia a reçu un ordre du roi. Il devait remettre Kofi à 3 hommes venus des frontières. Il ne voyage pas sur la route principale. Il passe par les ravins. » Issa resserra sa prise sur l'épaule de Badoa. « Quel ravin ?» Badoa hésita, la voix cassée. « Celui des 3 rochers, avant les forêts basses. Ils ont dit qu'il ne reste jamais plus d'une lune au même endroit. Ils ne veulent pas qu'on retrouve le prisonnier vivant. » Amina s'avança de nouveau vers le premier garde, celui qui avait le visage marqué d'une cicatrice près de l'œil. « Toi, ton silence te condamne autant que lui. Mais si tu parles avant lui, tu vivras assez longtemps pour être jugé. » Elle leva la clé devant ses yeux. « Cette serrure ouvre quoi? Le coffret ou la porte où est caché Kofi. » Le garde expira lentement, comme s'il abandonnait un poids. La salle nord du fort. Sous la tour de guet, il y a une grille de pierre. La clé ouvre la grille. Ils attendaient le convoi avant le chant du coq. Salia devait revenir avec des hommes à l'aube. Tano voulut le secouer, mais Amina fit un signe bref de la main. Combien d'hommes avec lui? 3, peut-être 4, pas plus, mais armés, et ils ont 2 chevaux frais. Elle inclina la tête.
puis regarda Nana Hadiza. Rien qu'un signe. L'ancienne répondit d'une voix douce mais terrible. Et toi, Badowa, tu resteras vivant juste assez longtemps pour nous dire s'il change de route. Si tu mens encore, c'est ta langue qui parlera seule dans la poussière. Badowa hocha la tête frénétiquement. Amina récupéra la clé et le croquis, puis déclara d'un ton tranchant « Cette fois, c'est nous qui irons les attendre. Et si vous avez menti, même un souffle, c'est devant vos propres familles que vous serez démasqués. » Les anciens approuvèrent en silence. L'interrogatoire avait livré ce qu'il fallait. Nom, route, heure, effectif, destination. L'aube n'était pas encore née que la terre retenait son souffle. Les ombres collées aux pierres formaient des silhouettes familières, des hommes et des femmes du village, tendus comme des cordes d'arc, dissimulés derrière les mottes d'herbe et les acacias du ravin des Trois Rochers. Amina, roulée dans un pagne sombre, sentait la clé dans la poche comme un cœur battant contre sa hanche. Tout son être vibrait à l'unisson des ordres murmurés. Tout son être voulait retrouver Kofi vivant. Le convoi arriva sans phare, comme un serpent traversant la gorge. 2 charrettes lourdes, tirées par chevaux fatigués, glissèrent dans la poussière. Derrière elles, des cavaliers au visage dur, un homme à la monture marquée qui portait la sacoche verrouillée. Les silhouettes ralentirent au virage, cherchèrent l'équilibre devant le ravin. Exactement l'endroit choisi par les anciens. Amina frappa 3 fois, doucement mais net, sur le bâton convenu. Le signal se répercuta dans la roche, précis et impitoyable. Aussitôt, la nuit éclata en mouvement. Tano surgit comme une ombre levée, jetant une branche pour détourner l'attention. Issa bondit contre la charrette, faisant basculer les paquets. Yao, du haut du talus, poussa un cri qui fit cabrer un cheval. Les gardes, surpris, tâchèrent de se rassembler, mais la surprise était entière. La route s'était transformée en piège. Le combat qui suivit fut court, rude et sans faste. Les bâtons claquaient contre le cuir des boucliers improvisés. Les sabots ruèrent, des cris éclatèrent, des hommes tombèrent lourdement dans la poussière. Nana Hadiza, au centre, donnait des ordres, comme on tranche la nuit, immobilisée, désarçonnée, fouillée. Nana Kwam bouchait toute tentative de fuite. Amina, le souffle ardent, se fraya un passage vers la charrette renversée, le cœur tambourinant dans sa gorge. C'est Issa qui, fouillant entre les paquets, sentit d'abord la matière frêle de la natte. Il tira, maladroit, avec des doigts de feu. La natte roulée se dénoua, comme une promesse qu'on déchire, et l'air du ravin se coupa net. À l'intérieur, enveloppé, amaigri, un corps frêle se dévoila. Les mains d'Amina tremblèrent quand elle reconnut la mâchoire familière, la cicatrice récente sur l'arcade sourcilière. Kofi, son Kofi. Son souffle était léger. Ses yeux s'ouvrirent à demi, et un sourire douloureux traversa comme un rayon. « Amina » souffla-t-il, la voix un râle qui cherchait la vie. Elle tomba à genoux, appuya sa paume sur sa poitrine et sentit un pouls, faible mais tenace. Autour d'eux, la bataille ralentit, comme si la découverte aspirait soudain toute l'énergie du monde. Les gardes capturés furent ligotés, leurs armes rassemblées. L'un d'eux, grand et muet, fut jeté à terre, raide comme une promesse brisée. Salia, le silencieux. On le releva sous les assauts des questions. Son arrogance initiale adhère se mua vite en peur quand Amina, le visage froid comme la pierre, l'interrogea sans éclat, mais avec une fureur contenue. « Où est ton ordre? Qui t'a envoyé? Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix basse mais tranchante. Salia ricana d'abord, comme pour conjurer la honte. Puis, quand la poigne des villageois se fit plus serrée, et que les preuves, la clé, le croquis, les documents trouvés dans la sacoche furent posés devant lui, il cédait. Les mots sortirent, d'abord fragmentés, puis nets. Kwabena. Le nom tomba dans la poussière comme une pierre jetée dans l'eau. Kwabena. Le roi, c'est lui qui a ordonné le transfert.
Il a dit « Cachez-le loin, que nul ne sache ». La phrase fit frémir même les pierres. Nana Adisa serra le poing contre la nuque de Salia, mais sa voix resta mesurée. Elle n'ordonna pas la mort, seulement la vérité. Les prisonniers, fatigués et battus, délièrent des bouts de récit, un convoi précipité, un plan pour déplacer la charge avant que les anciens ne puissent s'organiser, un relais aux ruines de Damang. Un message griffonné promettait le transfert final au lever du jour. On prit Kofi avec douceur. Issa défit les bandelettes. Nana Osei posa une décoction d'herbe sur ses lèvres. Kojo nettoya la plaie à l'arcade. La chaleur des mains du village entoura le blessé comme une couverture. Amina, la tête penchée, sentit chaque battement de son cœur se mêler à celui de Kofi. Il respirait. Il vivait encore. Pourtant, la victoire restait incomplète. Le convoi avait été retardé, ralenti, mais pas entièrement brisé. Des documents saisis révélèrent la main du palais et donnaient au conseil des preuves matérielles. Un coup déjà porté sur l'autorité royale. Le risque était désormais plus grand, mais la cause plus juste. Le nom du roi, lié à l'enlèvement, ne pourrait plus être entièrement nié. Avant de se retirer, Nana Baokié planta son bâton dans la poussière, comme pour signer la scène d'un trait de craie. Il murmura la prière ancienne qui protège ceux qui portent un blessé à travers des terres dangereuses, puis ordonna le repli. On banda Kofi sur un brancard improvisé et l'on se retira par des sentiers détournés, laissant derrière le ravin des marques, 2 corisses retournées, un clou planté, signe que la justice coutumière saurait se faire entendre si la sienne était refusée. Ils ne célébrèrent pas. L'aube pointait, pâle et franche, révélant des visages tirés, des mains tachées de poussière et de sang, et un village qui venait de marcher jusqu'à la limite de son courage pour arracher un homme aux griffes d'un palais. Amina, épuisée, se laissa enfin glisser sur une natte près du fromager sacré, la tête contre le cœur de Kofi. Nana Baokié posa la main sur son épaule et dit, d'un ton à la fois fier et grave, « Nous avons gagné une bataille, mais la guerre pour la vérité continue. » Le tambour du village, timide d'abord, se remit à battre, non pas en fanfare, mais comme un appel vigilant. Les pas qui viendraient ensuite devraient être plus nombreux, plus clairs. La route vers la justice venait de s'ouvrir et personne ne pouvait plus ignorer qu'elle menait droit au palais.